Léo Perra-Peigné, bonjour. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans les locaux de l'IFRI où vous êtes actuellement chercheur au sein de l'Observatoire des conflits futurs. Vous travaillez sur les enjeux d'armement, d'industrie de défense et de prospective capacitaire. De manière plus spécifique, vous travaillez sur l'armement et la géopolitique turque. Vous venez de publier votre premier ouvrage, il s'intitule Géopolitique de l'armement aux éditions Le Cavalier Bleu. Avant cela, en 2023, et pour le compte de l'IFRI, vous avez produit avec Elie Tenenbaum le focus stratégique numéro 116, intitulé Zeitenwende, la Bundeswehr face au changement d'air. Toujours en 2023, vous avez publié les briefings de l'IFRI intitulés VTB2 Bayraktar, grande stratégie d'un petit drone. En 2022, au travers du focus stratégique numéro 113, vous avez développé la problématique suivante, stock militaire, une assurance vie en haute intensité. En 2022, dans les briefings de l'IFRI, vous vous êtes intéressé à la question suivante, la dronisation navale, une opportunité pour la Marine nationale en 2030. Très récemment, vous avez été l'invité du podcast Le Collimateur. Vous avez notamment pu faire part des enseignements que vous avez pu retirer de votre récent séjour en Ukraine. Enfin, vous intervenez très régulièrement dans de nombreux médias. Comme dans le premier numéro d'Air d'Expert, ce numéro 2 aura pour toile de fond le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment les pays membres du triangle de Weimar ont pris en compte ce conflit. Tout cela étant dit, le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine lance une opération militaire spéciale contre l'Ukraine. Les répercussions pour l'Ukraine sont bien sûr incommensurables, et les secousses se font sentir à l'échelle mondiale. En Europe, et plus particulièrement pour l'Allemagne, la Pologne et la France, ce conflit va engendrer des réflexions et des actes à la fois communs et spécifiques. Après avoir évoqué en quoi le triangle de Weimar est un cadre intéressant de réflexion, nous nous pencherons sur chacun de ces pays pour essayer de comprendre comment ils ont analysé et pris en compte le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, le triangle de Weimar, déjà, qu'est-ce que c'est? Le triangle de Weimar, c'est un format diplomatique qui s'est développé, on va dire, dans les années 90, surtout à l'initiative de la Pologne, qui visait à rassembler donc la Pologne, l'Allemagne et la France pour en fait, créer une base de pays continentaux de taille respectable et qui ait une approche assez appuyée sur les questions militaires. Pour en fait avoir vraiment cette espèce de triumvirat européen continental de pays intéressés par les questions de défense, même si c'est beaucoup plus large. Hein. Le triangle de Weimar, ça peut dépasser les questions de défense, mais il y a toujours eu une question de défense assez appuyée, pour permettre en fait voilà, cette espèce de, pas de directoire, mais de base de concertation entre trois pays importants, pour avoir tenté, en tout cas, c'était l'idée de base, d'avoir une position commune sur les grandes questions de défense qui touchent le continent européen. Maintenant, c'est un format qui reste très imparfait au sens où les positions réellement communes sur les sujets stratégiques des trois pays du triangle de Weimar sont assez rares. La plupart du temps, les trois pays ont des positions assez différentes, l'Allemagne restant très timorée sur les questions de défense, la France étant quand même très concentrée sur le flanc sud de l'OTAN, les questions africaines, les questions de Moyen-Oriental, là où la Pologne, elle, de par son histoire, de par sa situation géostratégique, va toujours être quand même très concentrée sur la menace russe, la situation en Europe orientale et la consolidation d'un bloc en fait est-européen qui puisse faire face à la Russie. On se rappelle que dans les années 2010, un des grands éléments de la politique étrangère polonaise, c'était le groupe de Visegrad, qui était vraiment un groupe de pays d'Europe de l'Est à petite tendance antilibérale, on va dire, qui n'existe plus forcément aujourd'hui, parce que la Pologne et la Hongrie, par exemple, qui étaient deux blocs importants, ont de gros désaccords. Mais voilà, il a toujours été assez difficile, malgré cette volonté au moins affichée, de prendre des positions communes, de parler d'une seule voix, quand bien même, c'est peut-être sur cette base-là que l'Europe aurait pu se construire, en tout cas l'Union européenne, en tant que puissance, aurait peut-être pu se construire pour aborder de grandes crises majeures. Maintenant, arrive la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est un vrai bouleversement, je n'apprends à personne. Déjà, 2014 avait fait bouger et fait peur à certains de manière importante. C'est à ce moment-là, notamment, on s'appellera qu'en 2014, le PIB, enfin le budget militaire allemand, c'était à peine 1% du PIB allemand, ce qui était très loin des deux autres. C'est à partir de ce moment-là, en fait, après ce plancher historique, que le budget allemand commence à remonter petit à petit pour tenter de rattraper le retard. Mais la guerre en Ukraine qui s'accélère, on va dire, du point de vue ukrainien en 2022, quand même elle a commencé en 2014, provoque une réaction qui va être très forte, au moins dans les premiers mois, de la part des trois pays. Les trois pays vont avoir vraiment cette idée que la menace est là, la menace est maintenant avérée, il y a un conflit en haute intensité
de nature impérialiste, si vous voulez, aux portes de l'Europe et face auxquelles il convient de se préparer. La Pologne, on va commencer par ceux qui sont le plus près, va avoir la réaction la plus forte, quand bien même c'est aussi la Pologne qui était, je pense, la plus engagée dans des transformations militaires assez profondes. Le PiS, donc le parti de droite, ou de droite radicale, on va dire, qui était au pouvoir à l'époque, avait déjà engagé le pays dans un processus de reconstruction et de modernisation de son appareil militaire qui était très important. La Pologne, à la chute du mur, on va dire, c'est une armée importante du pacte de Varsovie, sans être la première, qui va petit à petit devoir se débarrasser de ses cadres d'origine soviétique, de son matériel d'origine soviétique, ce qui coûte très cher, ce qui prend beaucoup de temps. Mais vraiment, on sent que la guerre en Ukraine va provoquer une accélération de ce mécanisme-là, qui était déjà bien présent. On se rappelle que au printemps ou au début de l'été 2022, la Pologne va passer toute une série de contrats énormes, gigantesques, avec les Sud-Coréens pour redoter, rééquiper la quasi-totalité de leur armée de terre en matière de matériel lourd. Ça va passer par l'achat de près d'un millier de chars K2 coréens, par l'achat je crois, 6 ou 800 canons lourds sur chenille, si vous voulez, donc des K9. Ça va passer aussi par l'achat de près de 300 lance-roquettes Chunmoo, qui sont un peu les équivalents du HIMARS du côté coréen, si vous voulez, pour vraiment se doter d'une armée conventionnelle qui soit capable de faire ce qu'on va appeler de la dissuasion conventionnelle. Si la Russie, qui a l'air déjà en Ukraine, veut s'attaquer à la Pologne, une fois que la Pologne sera rééquipée, ça va être encore pire. L'idée, c'est de montrer à la Russie que si s'attaquer à la Pologne pour, je ne sais pas, relier la Biélorussie et Kaliningrad, ça lui coûtera extrêmement cher, même sans la dissuasion nucléaire de l'OTAN, qui est un élément important de la défense du continent. C'est aussi comme ça que la Pologne veut, en fait, développer son statut de puissance militaire régionale importante, voire très importante, en Europe de l'Est, enfin, le terme Europe de l'Est n'est pas toujours très bien apprécié, mais disons dans la partie orientale de l'Europe, disons-nous, pour rassurer aussi ses partenaires, notamment les pays baltes, qui, les pays baltes sont en première loge, hein, ils ont aussi dans leur histoire une longue histoire d'occupation par la Russie, et s'afficher vraiment comme un acteur très important, un véritable pilier défensif de l'Alliance, mais même en dehors de l'Alliance du continent européen. Bon. À l'automne 2023, le PiS a subi une défaite. Il a été remplacé par une coalition de partis un peu plus libéraux, dirigés par Donald Tusk, qui, contrairement à ce que certains auraient peut-être pu s'attendre, ne va pas du tout renier l'idée de faire de la Pologne une puissance militaire. Il y aura l'idée qu'il faut, néanmoins, réviser certains contrats. La plupart des contrats sud-coréens sont aujourd'hui sous audit, et il faudra voir ce qu'il en reste d'ici quelques mois. Parce qu'il y a des questions de comment on finance ces achats-là. La Pologne, malgré une économie qui va plutôt bien, reste un pays qui est quand même un peu moins riche que les autres, et cette ambition-là, elle doit se payer. Elle doit se payer non seulement en termes d'argent pour acheter le matériel, mais aussi en soldats pour utiliser ce matériel-là, puisque les ambitions du PiS et de la Pologne en général, on va pas se mentir, étaient d'accroître la puissance de l'armée en accroissant le nombre de soldats, soit en recrutant des soldats traditionnelle, on va dire, à plein temps, soit en développant une forme de garde nationale, garde territoriale qui pourrait seconder les forces armées et qui a joué un rôle très important dans la défense du territoire ukrainien en 2022, puisque ce sont les territoriaux qui connaissent le terrain qui vont souvent aider les équipes de combat de l'armée ukrainienne à dépasser les lignes russes, à attaquer leurs arrières, etc., etc. Donc on a vraiment cette idée assez lourde financièrement non seulement de moderniser et de rééquiper l'armée polonaise, mais aussi de la faire grossir. Ce qui est assez difficile quand même dans un pays comme la Pologne ou comme la plupart des pays d'Europe orientale, la démographie n'est pas non plus au beau fixe. Là-dessus, donc on va appeler ça la coalition libérale prend le pouvoir, place sous audit une partie des contrats en cours, mais semble vouloir quand même rester dans cette perspective de monter en puissance avec une espèce de frénésie de chiffres où on dit que la Pologne veut atteindre 4% du PIB dans la défense, voire 5% si on écoute certains. Donc on a vraiment une ambition qui est toujours là en termes militaires, qui doit quand même permettre à terme de faire de la Pologne une armée incontournable dans la défense de l'Europe de l'Est. Il faudra voir comment les choses évoluent, puisque, pour aller un petit peu plus dans le détail, les contrats polonais passés avec la Corée du Sud ne sont pas non plus aussi forts que ça. Si vous voulez, vous avez une partie de l'achat qui est de l'achat ferme. Je crois que sur les 1000 chars, vous en avez 200
qui sont effectivement de l'achat ferme, et vous en avez 800, donc la grande majorité du contrat, qui sont ce qu'on va appeler des options. En gros, si les premières livraisons se passent bien, si les transferts de technologie de la part de la Corée du Sud ont lieu pour permettre à la Pologne de produire une partie des chars sur place, si tout ça se passe bien, alors les 800 chars supplémentaires seront acquis. Et il me semble que c'est la même chose pour donc, les lance-roquettes et pour l'artillerie automotrice. Tout ça aujourd'hui, c'est gelé, c'est en suspens. Il y a des difficultés importantes qui apparaissent entre les partenaires. Néanmoins, la volonté politique est toujours là. Les moyens financiers ne sont pas forcément là, mais à terme, à voir comment ça évolue. Sachant que la Pologne a quand même continué aussi sa frénésie d'achat, avec l'achat de satellites à la France et encore d'autres systèmes assez majeurs qui ont émaillé en fait, ces 2 dernières années. Donc, on a une position qui est extrêmement ferme de la Pologne, avec l'envie de redynamiser ce fameux format de triangle de Weimar pour essayer de faire en sorte que les 3 puissances militaires du continent puissent parler d'une voix un peu plus unifiée vis-à-vis de la Russie. Ça reste très difficile, même si on peut sentir une meilleure volonté de la part des Allemands, notamment depuis le début 2022, et une attention plus soutenue de la France sur l'Europe. Passons maintenant justement sur l'Allemagne. L'Allemagne, en 2021, c'est une armée qui remonte la pente. Elle a eu des moments extrêmement difficiles, notamment en termes de disponibilité du matériel, avec un rapport, je crois, de la fin des années 2020 qui était assez terrible, où on montrait que il y avait un quart des chars qui étaient opérationnels, aucun sous-marin, une frégate sur 8, voilà, des chiffres assez inquiétants quant à la préparation de l'armée allemande et sa capacité à déployer rapidement du matériel en cas d'agression. C'est lié à beaucoup de choses. Il y a une explication qui est un peu culturaliste, mais qui n'est pas totalement fausse, qui est que le métier des armes en Allemagne n'attire pas, il y a une défiance de la jeunesse vis-à-vis de l'armée, qui n'est pas un métier attirant. Vous avez un vrai problème, et ça vaut pour tous les métiers de l'uniforme. C'est ce qu'on a exploré un peu dans la note sur le Zeitenwende. En Allemagne, l'uniforme n'attire pas. Point. On est aussi dans un pays qui a un énorme problème démographique, encore plus prégnant, je pense, qu'en Pologne, qui est mal compensé par l'immigration, qui fait que vous avez une pyramide des âges allemande qui est complètement déséquilibrée et qui promet des moments très difficiles pour l'économie allemande dans les années qui viennent, sans même parler des questions militaires, puisque une armée moderne, même professionnelle, a besoin de personnes entre 20 et 35 ans pour constituer le gros de ses effectifs actifs, si vous voulez. Maintenant, du point de vue donc, matériel, c'est pas ça, du point de vue humain, c'est pas forcément ça, du point de vue financier, comme je le disais, ça remonte timidement la pente depuis 2014, mais ça reste quand même très difficile. On a une armée allemande qui est une armée qui a tenté, au début des années 2000, de faire évoluer sa culture stratégique, qui passe pour la faire passer d'une conception très continentale de la guerre, où l'armée allemande est là pour défendre le territoire allemand en cas de guerre conventionnelle, point. Elle n'est pas là pour faire des OPEX, elle n'est pas là pour remplir diverses missions que les forces françaises assument avec peut-être plus de grâce parce qu'elles ont été davantage pensées pour. L'armée allemande a tenté de faire évoluer cette conception en s'investissant en Afghanistan, en s'investissant timidement en Afrique, mais ça reste très difficile. Et en fait, 2014, si vous voulez, ça va acter la fin de cette tentative d'évolution et le retour à une logique plus continentale, mais avec un budget qui est quand même très limité et des conditions matérielles qui sont très difficiles. En 2020, pour rappel, il y a la guerre au Karabakh avec donc l'Azerbaïdjan qui attaque donc la République séparatiste d'Artsakh, affiliée à l'Arménie. L'Azerbaïdjan fait démonstration de force avec ses drones, avec différents systèmes dronisés, notamment les fameux TB2, les munitions rôdeuses israéliennes, etc., etc. Et face à ça, on se rappellera qu'il y a un officier de l'armée allemande qui déclare que si la Bundeswehr, donc l'armée allemande, avait été face à l'armée azérie, elle aurait peut-être eu autant de mal que les Arméniens, enfin que les forces d'Artsakh en fait, parce qu'ils ne sont pas équipés pour ce genre de guerre, ils n'ont absolument rien pour contrer des drones éventuels, et ce constat, il irrigue un petit peu tout, parce qu'on voit que l'armée allemande n'est pas prête pour faire une guerre, tout simplement. 2022. 2022, c'est la fin d'un rêve qui avait été, je pense, caressé par une partie de la politique allemande depuis 30 ans, qui était celui que on pourrait faire de la Russie un voisin à part entière en faisant la paix avec lui par le commerce. Bon, c'est très résumé, ça va très vite, mais
vous aviez toute une partie de la classe politique allemande qui estimait qu'on pouvait s'entendre avec la Russie, on pouvait faire des deals avec la Russie, et que la normalisation des relations économiques entre les Européens et Moscou permettrait un apaisement de l'agressivité russe. Encore une fois, ça c'est très, très résumé, mais ça s'est concrétisé à travers beaucoup de projets, notamment la quasi-dépendance allemande au gaz russe, qui leur a facilité une partie de leur activité économique, mais qui malgré tout les a rendus extrêmement dépendants, les a mis dans la main de Moscou. Ça se voit à travers les programmes Nord Stream, et le fait qu'un certain nombre d'anciens politiciens allemands, comme il me semble Gerhard Schröder, sont allés siéger dans des institutions russes, dans les conseils d'administration d'institutions russes, notamment dans l'organisation qui gérait Nord Stream. Tout ça, ça avait déjà pris un sacré coup de boutoir en 2014, même si vous aviez encore beaucoup d'acteurs politiques qui pensaient que, oui, bah en fait, la Crimée, c'est aux Russes, donc c'est pas très grave. Ok. Là, en 2022, le coup est tellement fort que ça se termine. Les enquêtes d'opinion en Allemagne montrent que les Allemands ont extrêmement peur. La surprise est très importante. Les Allemands ont peur. Ils ont peur d'autant plus qu'ils savent que leur armée n'est pas en super état. Et je pense que ce mouvement d'opinion-là, il est plus fort de leur côté du Rhin que d'une autre encore, où nous, il y a une inquiétude, qui, on s'en rappelle, a été réelle, mais bon, il y a aussi une forme de distance. Alors que là, l'Ukraine, c'est à 2 frontières de chez eux. Donc il y a cette vraie inquiétude. Quelques jours après, enfin, je crois moins de 48 heures après le début de l'invasion, vous avez le chancelier Scholz, qui est pourtant loin d'être un rat en guerre, hein, qui est même considéré comme plutôt mou par ses partenaires, qui fait un discours assez important, où il dit que il faut refaire de l'armée allemande une armée importante en Europe, voire en faire l'armée la plus moderne d'Europe. Et il annonce en fait ce qu'on va appeler donc le Zeitenwende, donc le changement d'époque, pour faire simple, avec la constitution d'un fonds de 100 milliards d'euros pour rééquiper la Bundeswehr, répondre à certaines problématiques de maintenance, de disponibilité, racheter du matériel, refaire de l'armée allemande une armée importante. On se rappellera qu'avant la chute du mur, l'armée allemande, c'est, il me semble, la plus nombreuse d'Europe. C'est la plus nombreuse en termes de formation lourde, en termes de chars, en termes de tout ce qui fait la puissance très classique d'une armée. La France arrive deuxième, il me semble, d'abord parce qu'elle a choisi de se concentrer sur d'autres aspects de la puissance, notamment le côté très expéditionnaire, où la partie de l'armée française qui doit s'intégrer en Allemagne est plus limitée et ne reçoit pas forcément autant de moyens. Là où l'Allemagne se concentre, l'Allemagne de l'Ouest, rappelons-le, à l'époque se concentre exclusivement sur son armée de terre pour faire face aux soviétiques. Bon. La dégringolade est quand même assez importante, même si l'armée allemande, dans les chiffres, reste quand même je crois dans les trios de tête, il me semble, assez facilement, voire même en tête par moment. Mais là, on a donc ces 100 milliards d'euros. D'où vient cette idée de fonds spécial? En fait, elle n'est pas née avec l'agression russe. L'idée d'un fonds spécial pour restaurer l'armée allemande, il date en fait de la coalition qui s'est mise en place quelques mois auparavant, quand Scholz est arrivé au pouvoir. Dans l'accord de coalition qui réunit, il me semble, donc les Verts, les libéraux et les socialistes, je crois, ce qui réunit une partie des forces de gauche et des partis centristes, comme c'est souvent le cas en Allemagne. Et souvent, surtout en ce moment, on pourrait peut-être s'inspirer un peu pour permettre au pays d'avancer. Vous aviez déjà ce constat que l'armée allemande était complètement à l'os, et qu'il fallait faire quelque chose. Et en fait, les estimations qui sont faites à ce moment-là par la coalition se disent qu'il faudrait 200 à 300 milliards pour non seulement remonter la pente, mais aussi se projeter. Bon. L'Allemagne reste un pays relativement frileux du point de vue du budget, donc l'idée va redescendre à, ok, 100 milliards, c'est ce qu'il nous faut pour au moins une remise à niveau complète. Avec l'achat de F-35, avec la rénovation d'une partie de nos chars, l'aboutissement du fonctionnement d'un certain nombre de programmes terrestres, comme le programme de blindés Puma, avec la remise en route de la marine allemande qui avait des problèmes de RH, mais aussi lui permet de se projeter un petit peu dans le domaine des drones navals. Tous ces éléments-là, ils sont assez présents dans l'esprit des officiers supérieurs allemands à ce moment-là. Mais voilà, l'idée de ces 100 milliards, c'est vraiment remonter la pente. Et ensuite, l'idée de ces 100 milliards, c'est pas de les dépenser d'un coup. Et on le voit encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais en fait, c'est de permettre jusqu'en 2027 d'atteindre les 2%. Donc pendant 5 ans, l'Allemagne passe à 2% du PIB dans la défense. Sachant que 2% du PIB allemand dans la défense, c'est 75 milliards.
là où 2% du PIB français dans la défense, c'est un peu plus de 50 milliards. Donc on voit quand même l'effort énorme, sachant que l'effort de guerre allemand, enfin l'effort d'investissement allemand, il ne va pas se disperser entre être présent partout dans le monde, l'Europe, enfin dans l'Indo-Pacifique, en Afrique. Non, non, il va se concentrer sur la défense territoriale, avec la recréation d'un commandement de la défense territoriale à ce moment-là, le réarmement de la Bundeswehr pour faire face à un conflit conventionnel, les munitions, etc., etc. Et une partie de l'argent va aussi être utilisée pour aider l'Ukraine, tout simplement. Donc on a l'Allemagne qui reprend en main, on va dire, son destin militaire, alors un élément qui avait quand même très peu intéressé jusque-là. Et tout ça, ça pose des questions. Parce qu'en fait, à travers ça, l'Allemagne, elle va proposer un schéma. Elle va proposer un modèle qui va être assez intéressant et attractif pour nos partenaires européens. L'Allemagne, elle est très impliquée dans l'OTAN, autant sinon plus en fait que la Pologne. Donc, quand elle propose une initiative, c'est pas comme peut le faire la France, légèrement en décalage. C'est toujours inscrit dans soit dans la continuité, soit en parallèle de l'OTAN, mais avec de profonds liens. L'Allemagne avait déjà proposé en fait à des partenaires un modèle d'intégration qui est assez attractif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'était le gros enseignement de notre étude sur le Triton 22, le premier partenaire militaire de l'Allemagne en Europe, en dehors des États-Unis, c'est pas la France. C'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, l'armée de terre, en tout cas des Pays-Bas, est quasiment totalement intégrée dans l'ordre de bataille allemand. Pour 3 divisions, dans chaque division allemande, vous avez une brigade néerlandaise qui est intégrée. Le corps d'infanterie de marine allemand, il navigue sur un navire néerlandais et vice-versa. Vous avez donc cette idée que l'Allemagne va pouvoir développer, grâce à ces 100 milliards, en investissant beaucoup dans les coms, dans les chaînes de communication de commandement, va pouvoir proposer une sorte de plateforme de base, totalement interopérable, et aux normes de l'OTAN, sur lesquelles d'autres partenaires plus petits vont pouvoir se plugger en cas de conflit. Avec l'idée que, c'est pas dit comme ça, mais dans les faits, et en étant très pragmatique, ce que sont les Allemands, et c'est ça l'armée européenne. Cette idée-là, elle était déjà plus que dans les cartons. Elle s'articule autour de ce qu'on appelait le concept de nation cadre, qui était une idée à la base française, qui avait été émise au début des années 2010, et qui a soit été recréée, soit été accélérée en 2014, mais avec l'idée qu'on peut regrouper quelques pays autour de soi, au sein de l'OTAN, pour faire des coalitions de bonne volonté, si vous voulez, pour avancer. Comme c'est souvent le cas, la France a proposé, mais ne l'a pas fait. L'Allemagne ne l'a pas proposé, mais elle l'a fait. Le Framework Nation Concept, FNC allemand, aujourd'hui, c'est le plus avancé, avec peut-être son équivalent britannique, qui est un petit peu différent. Mais ce concept-là, l'ambition allemande telle qu'on l'a perçue l'an dernier, quand on a fait l'étude, il a vision à s'étendre. Il a visé à s'étendre. À s'étendre en permettant à d'autres nations plus larges que le FNC de base de rejoindre cette initiative. Ça s'adresse notamment à des pays un petit peu plus petits, un peu plus limités dans leurs moyens, comme on va dire les pays scandinaves, les pays d'Europe de l'Est, les pays d'Europe centrale, pour faire véritablement un bloc interopérable, véritablement interopérable, parce que la guerre en Ukraine a aussi montré que l'interopérabilité de l'OTAN avait ses limites, notamment matérielles, qui sont assez fortes, pour proposer vraiment ce qu'on peut appeler, je pense, cet embryon d'armée européenne, qui est, sans être très médiatique, peut-être ce qu'il y a de plus ambitieux et en même temps de plus pragmatique qui a été proposé depuis bien longtemps. Mais surtout, au-delà du déclaratoire, les Allemands l'ont fait. Ça pose plein de questions. Parce que ça pose la question de que devient la Pologne. Avant l'alternance en Pologne de l'automne 2023, les relations entre l'Allemagne et la Pologne étaient très mauvaises. La Pologne était très déçue par l'attitude allemande sur la guerre en Ukraine. Et il y avait beaucoup de difficultés. On se rappelle du pisme qui faisait revenir très régulièrement sur le tapis la question des indemnités de guerre après les dégâts subis par la Seconde Guerre mondiale, un sujet que l'Allemagne considère comme réglé depuis au moins les années 50. Voilà, ça allait mal. Aujourd'hui, même si la coalition au pouvoir en Pologne n'est pas forcément très stable, ça va mieux. Mais il y a quand même cette question, comment on intègre un grand pays qui lui-même se considère comme un pays phare, en fait, dans la défense du continent, dans un système comme ça, sans l'avoir associé dès le départ.
Ça va être une question qu'on essaiera de résoudre, notamment dans une étude qu'on va essayer de faire cet automne avec Amélie Zima sur la Pologne, première armée d'Europe en 2035, point d'interrogation. Voilà, petit teasing. Et surtout, ça pose la question de la France. La France face à la guerre en Ukraine. Le retour de la haute intensité, c'est pas une surprise. On en parlait beaucoup depuis au moins 2014. Ça faisait l'objet de beaucoup d'articles. Il y avait une vraie réflexion sur ce sujet au sein des armées françaises. Mais je pense que la plupart estimaient qu'on aurait plus de temps pour se préparer intellectuellement et matériellement. Parce qu'aujourd'hui, 30 ans après la chute du mur, je pense que j'apprendrai rien à personne en disant que la France, en l'état, n'est pas prête, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, pour un conflit en haute intensité. Ça me semble assez clair. Avant la chute du mur, vous aviez deux armées françaises. Vous aviez l'armée continentale, qui était là pour participer au dispositif de défense de l'OTAN face aux soviétiques, qui était l'armée de conscription, qui était équipée, mais pas forcément toujours très bien. Mais voilà, c'était une armée de masse qui était là pour participer à la défense de l'OTAN, avec quelques conceptions très françaises à l'intérieur, notamment en termes de le mouvement plutôt que le feu, etc., etc. À côté de cette armée, vous aviez ce qu'on va appeler l'armée expéditionnaire, pour pas dire coloniale, héritière des traditions coloniales, on va dire, qui, elle, était beaucoup plus pensée sur l'aéromobilité, capable de se déployer sur d'autres continents rapidement, qui était habituée à des opérations de maintien de la paix, de contre-insurrection, de soutien à la France-Afrique par moments, pendant certaines décennies. Voilà. Tout un ensemble de traditions assez différents. Et ces deux armées-là évoluaient en parallèle sans forcément se croiser, on va dire. L'une n'était pas capable de faire ce que faisait l'autre. Encore une fois, c'est très simplifié, c'est très, très grossier. La chute du mur. Bon, le péril soviétique se dissout. Et la France ne se reconnaît pas d'ennemis à court et moyen terme. C'est littéralement, il me semble, dans le livre blanc de 2008, qui dit que voilà, la France, dans sa situation géopolitique, ne se reconnaît pas d'adversaire. Donc elle n'a pas besoin d'une armée continentale, comme tout le reste de l'Europe quasiment, avec l'exception peut-être des Anglais, que ces gens-là conservent. Donc c'est cette partie-là de l'armée qui va surtout faire les frais, en fait, des réformes militaires de la fin des années 2000, avec d'importantes coupes budgétaires dans le matériel, dans les ressources humaines, etc., qui suit la professionnalisation de l'armée. L'armée continentale, d'avant la chute du mur, elle disparaît pas, mais elle est énormément réduite. On passe d'un format où la France avait 1200 chars, enfin plus d'un millier de chars, à un format où, au début des années 2020, on n'en a plus que 200. Et encore. À côté de ça, celle qui va bénéficier, mais encore une fois, faut pas voir ça comme un complot, c'est comme ça. Les choses sont comme ça parce que la situation politique est comme ça. L'armée expéditionnaire, c'est celle qui va être, en fait, le plus mis en avant dans les années 90, 2000 et 2010, parce que c'est elle qu'on fait le plus appel. Les proto-OPEX des années 90, les OPEX des années 2000 et 2010, elles font appel à cette composante-là, qui a les savoir-faire, qui est habituée à se déployer à l'étranger assez loin, à faire assez vite, à faire des opérations de contre-insurrection, etc., etc. Donc, sans prospérer, parce qu'elle est aussi quand même atteinte par la réduction des budgets, c'est cette partie-là de l'armée, en fait, qui va vraiment être sollicitée. Beaucoup. Dans les Balkans, en Afrique, au Moyen-Orient. Et qui va donc être la plus importante, tout simplement. Parce que, avec la réduction des budgets militaires, les armées françaises, elles ne peuvent pas tout faire. Elles ne peuvent pas à la fois garder une composante nucléaire très importante. La dissuasion nucléaire, héritée de la 4ème République et du général de Gaulle, c'est extrêmement important en France. Ça sous-tend des pans entiers de notre culture stratégique. On ne peut pas forcément faire de compromis dessus. Seulement, ça coûte extrêmement cher. À côté de ça, vous allez avoir, dès le début des années 2010, des opérations Vigipirate, ensuite Sentinelle, pour assurer la sécurité du territoire et impliquer beaucoup l'armée, notamment l'armée de terre, mais aussi les deux autres, dans les patrouilles que vous voyez dans les gares, etc., qui consomment du temps, du matériel et des hommes. En plus de ça, vous avez donc
les OPEX, les opérations extérieures, en Afrique, au Moyen-Orient, qui demandent un savoir-faire spécifique, un entraînement spécifique, du matériel spécifique. Résultat, la perspective d'une guerre en haute intensité, alors même que la France, politiquement, ne connaît pas d'adversaire, bah, elle baisse. Ce qui fait qu'en 2008, quand on tacle, quand l'État décide de faire des coupes, bah, qu'est-ce qu'on va couper? On va couper dans les stocks de munitions, dans la maintenance, dans le génie, dans tous ces éléments-là, en fait, qui sont vus comme pas immédiatement nécessaires. Et ça, encore une fois, quand j'ai fait mon étude sur les stocks en 2022, c'est ce que toutes les armées m'ont dit. C'est toute cette capacité à avoir des stocks anciens, modernes, de guerre. Tout ça, ça a été énormément réduit au profit d'une logique de flux tendu et de juste à temps qui fonctionne en temps de paix, encore que, mais qui effectivement, face à un conflit en haute intensité, serait quand même très compliqué à tenir, d'autant qu'il implique assez fortement les industries civiles. Enfin, les civils des industries de défense, on va dire. Résultat, bon, la France, notamment, on prend l'exemple de l'armée de terre, mais on pourrait parler des autres aussi. Hein. L'armée de terre, elle s'équipe en fonction de ses besoins. Et tout le programme Scorpion, avec l'info-valorisation de l'armée de terre, de nouveaux blindés, notamment les Griffons, les Serval, de nouveaux véhicules de reconnaissance combat, comme les Jaguars. Tous ces véhicules-là, en fait, ils sont très influencés par cette culture stratégique expéditionnaire qui s'est raffermie dans les années 90 et 2000-2010. Le Griffon et le Serval, c'est des véhicules blindés anti-mines. Enfin, des MRAP, des MRAP, des Mine Resistant Ambush Protected Vehicle, qui sont les véhicules qu'on a le plus développés, mais dans le monde entier, hein, les Américains les premiers, pour faire face au risque d'IED, donc d'explosifs improvisés sur le bord des routes, de mines, et tout ce qu'on pouvait rencontrer comme menace dans des conflits de basse moyenne intensité ou de contre-insurrection, en Irak par exemple, en Afghanistan. Le Jaguar, c'est un véhicule qui en soi est extrêmement intéressant, mais c'est l'héritier de ce qu'on va appeler nos véhicules de reconnaissance par le feu, qui étaient le BR-90, le BR, la ML-90, la MX-10RC, qui sont pareils, intéressants en soi, avec des capacités très pertinentes, mais très adaptés à un certain type de combat. Pourquoi tous ces véhicules-là sont aussi hauts, et en partie aussi lourds? C'est parce qu'en fait, leur plancher est très haut, leur plancher il est renforcé pour faire face à des mines et à des IED. On a aussi quasi complètement abandonné la chenille. Aujourd'hui, à part le Leclerc, l'engin blindé du génie, qui est aussi appelé à sortir du service, les lance-roquettes unitaires et les VHM, en fait, la chenille a disparu. Les MX-10P, qui était le véhicule de combat d'infanterie de l'armée de terre, qui était un véhicule chenillé, a été remplacé par le VBCI, qui est un véhicule à roues. Tous ces choix, en fait, ils découlent en grande partie de cette culture expéditionnaire qui, sans être forcément hégémonique, est quand même extrêmement dominante. Bon. Là-dessus, la guerre en Ukraine arrive. Et là, on s'aperçoit de ce que c'est, un conflit en haute intensité. En France, je me rappelle avoir fait beaucoup d'auditions parlementaires, de séances de réflexion avec les armées, et en fait, ce qui frappe assez rapidement, c'est les pertes. Moi, je suis un expert en armement, je suis un spécialiste en armement, moi je me concentre beaucoup sur les questions d'armement et d'équipement, mais quand vous faites la liste de ce que perdent, on va dire les Russes, si vous voulez, avant même l'automne 2022, si on avait eu des pertes similaires, encore une fois c'est un exercice de pensée, les Français n'auraient pas agi comme les Russes, hein, vraiment, on n'aurait pas perdu, peut-être pas perdu autant, mais on n'aurait pas perdu de la même façon, on va dire. Si on calque les pertes russes avec les pertes de l'armée française, en fait, avant Noël 2022, il reste globalement plus que des camions. Tout le reste a été détruit, que ce soit les avions, en termes d'avions et de véhicules blindés, si vous voulez, tous ces véhicules-là ont été perdus. C'est un exercice de pensée juste pour se représenter du volume de pertes. Si vous voulez. C'est vraiment l'idée de l'exercice. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer radicalement de braquet, réenvisager la guerre continentale, se réimpliquer davantage dans l'OTAN? Est-ce qu'il faut garder notre spécificité, parce que l'armée française a un savoir-faire que les autres n'ont pas, hein, en termes de contre-insurrection, mais la situation est d'autant plus difficile que le temps des OPEX il a l'air de se terminer. Les
les Français ont été mis hors du Mali, mis hors du Burkina, mis hors du Niger, qui, au moment même de la guerre en Ukraine. Tous ces éléments-là font que tout ce pourquoi on se prépare, on s'entraîne et on agit depuis 20 ans, eh ben, il est temporairement interrompu. Alors même qu'il y a une guerre aux portes de l'Europe. En fait, il y a une espèce de situation de vide, d'un fossé, où la guerre pour laquelle on se préparait n'est plus, et la guerre pour laquelle on ne se préparait pas est là. Et pour citer Gramsci, c'est cet entre-deux problématique que naissent les monstres, en fait. Parce que les gens ont un peu perdu leur repère. Il y a une demande politique de la population de se rassurer, parce que même si c'est pas aussi fort qu'en Allemagne, je pense que les Français ont quand même eu peur. Enfin, vous avez compris, hein, avec le déclenchement de la guerre que, pour être tout à fait humble, on n'était pas nombreux à voir venir. Moi je venais d'arriver en tant que chercheur à l'IFRI, en janvier 2022. Moi, j'y croyais pas. On n'était pas nombreux à l'IFRI à le croire. Donc, il y a un moment de réflexion qui s'impose. Et arrive la décision du président de faire la loi de programmation militaire 2023-2030, il me semble, avec toute cette communication sur l'économie de guerre, aider l'Ukraine, faire face, etc., etc. Et la LPM 2023, alors, le gouvernement communique énormément sur une augmentation des moyens, qui est réelle, hein, il ne faut pas non plus se voiler la face. À ce moment-là, l'augmentation est réelle, d'autant plus qu'elle se base sur une estimation où l'inflation sera très forte. Mais en fait, elle ne change pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de choix stratégique dans cette LPM. Un vrai choix stratégique, ça aurait été de dire, bon, nous sommes une puissance moyenne, nous avons un budget de 50 milliards d'euros, ce qui est quand même très important, mais qui est un budget de puissance moyenne. C'est à peine 10% du budget américain. C'est très peu par rapport au budget chinois, qui, eux, sont des puissances mondiales. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à vouloir faire un petit peu de tout, un petit peu d'Indo-Pacifique, un petit peu d'Afrique, un petit peu de Moyen-Orient, un petit peu d'OTAN, un petit peu d'Europe, un petit peu de dissuasion? Ou est-ce qu'on se dit que, bon, à puissance moyenne, but moyen, on coupe dans certaines choses, et c'est pas à moi de dire lesquelles, ça c'est au rôle du politique, mais pour en fait, au lieu de faire bien en temps de paix un peu de tout, mais faire très mal possiblement en temps de guerre, bah, se préparer pour faire bien en temps de guerre sur quelques segments, que ce soit en Afrique, en Indo-Pacifique, en Europe. Ce choix-là, il n'a pas été fait. Si vous voulez, représentez-vous le budget comme une masse d'eau, si vous voulez, un grand seau d'eau, et les armées comme une sorte de passoire. Certaines passoires, comme la passoire allemande, ont un nombre assez limité de trous. Ce qui fait que quand ils mettent de l'eau dedans, il y a pas mal de débit par chaque trou. En France, comme on a cette culture stratégique de nous sommes une puissance mondiale, bah, notre passoire elle a plein de trous. Ce qui fait que vous pouvez mettre de l'eau, hein, mais si vous en rajoutez, bah, comme il y a plein de trous, voire même la LPM en rajoute, bah, vous aurez un petit peu d'eau dans chaque trou. Mais l'effet final ne sera pas énorme. Et c'est tout le problème de cette LPM. Au sens où nous n'avons pas eu de véritable choix de la part du politique qui ne se fera pas sans douleur. Au sens où choisir l'Afrique plutôt que l'Indo-Pacifique, ou l'Europe plutôt que l'Afrique, ça veut dire que certaines armées vont y perdre. Négliger l'Indo-Pacifique, ça veut dire réduire la voilure sur la marine, ou du moins réorienter une partie de ses biens. Faire le choix de l'Europe plutôt que de l'Afrique, bah, c'est peut-être obliger l'armée de terre à se transformer pour devenir plus lourde, pour retourner la chenille, pour réinvestir davantage dans les munitions, dans la maintenance, la logistique, que sais-je. Pour l'armée de l'air, ça va peut-être être, je sais pas, voilà, c'est des choix. On ne peut pas tout faire. Et ça, c'est la réalité qui s'impose à nous, quoi qu'on en dise et quoi qu'il arrive. Là, on est en juillet 2024, et depuis la dernière LPM, en plus des augmentations de budget, il y a eu une évolution de ce qu'on appelle l'A2PM, qui est en fait l'ajustement annuel de la loi de programmation militaire. Maintenant, tous les ans, les objectifs d'augmentation ou les objectifs budgétaires de la loi de programmation militaire, de la LPM, vont être revus. Ils vont être revus potentiellement à la baisse. Alors, il y a une longue tradition en France de non-respect des lois de programmation militaire. C'est assez souvent, les armées sont la variable d'ajustement des situations budgétaires de chacun. Cependant, le fait est que la situation budgétaire française est mauvaise,
avec plus de 3 000 milliards de dettes et un poids de la dette qui s'accroît. Et là, je ne sais pas quand on va sortir la vidéo, mais la préparation de la 2PM est en cours. Le président l'a annoncé au début du mois de juillet. Et on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais ça risque d'être assez terrible parce que non seulement les augmentations de budget qui étaient prévues à la base risquent d'être sérieusement rabotées, on va dire, mais voire même, on pourrait peut-être, je ne sais pas, voir un inversement en fait de la courbe. Parce que la France n'a pas forcément les moyens en fait, d'investir autant dans sa défense, quand bien même, jusqu'à aujourd'hui, elle parlait beaucoup de défense. Et par rapport à la guerre en Ukraine et à nos partenaires européens, je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut insister. Avant la guerre en Ukraine, la France parlait énormément de défense européenne. La France parlait énormément d'autonomie européenne, de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique, au sens où la France a toujours eu un rapport un peu ambivalent à l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance, la France se considère comme un membre à part entière de l'alliance, mais la culture stratégique française décrète qu'on ne peut pas se limiter à l'alliance. Voilà, pour faire très simple. Donc, face à des États-Unis qui sont à la fois instables et imprévisibles, avec notamment l'élection de Trump qui avait quand même beaucoup permis à la France de pousser ce narratif-là, parce que Trump était tellement imprévisible que nos partenaires européens se disaient « mais s'il y a la guerre, est-ce qu'il nous défendra ? Est-ce qu'ils interviendront ? Est-ce qu'ils nous aideront ?» Bon, le retour de Biden a permis d'atténuer ces craintes-là et le discours français en a été un peu amoindri. Mais il a été d'autant plus amoindri que un des supports de l'autonomie européenne, c'était par exemple d'inviter les nations européennes à venir nous aider en Afrique. Ce qui fait que vous aviez dans la force Takuba, donc la coalition de forces spéciales, vous aviez des Estoniens qui étaient venus participer à l'opération Takuba. La force Takuba. Là-dessus, 2020, le Mali change de régime et décide de rompre ses liens avec la France. Pour faire très simple. Donc, ce support-là de l'autonomie européenne, il est coupé. Et là-dessus, la guerre en Ukraine arrive. Et là, en fait, l'impression que ça m'a donné, c'est que la France s'est un peu déçue. Au sens où on avait des déclarations françaises qui étaient au mieux ambiguës, au pire extrêmement maladroites. On se rappellera il ne faut pas humilier la Russie du président Macron, il faut des garanties de sécurité, et du fait que la France, en termes de soutien militaire à l'Ukraine, est longtemps restée assez timorée, persistait à vouloir faire cavalier seul en annonçant seulement, pas avec les autres en fait. Les autres annonçaient des packages tous ensemble, l'Allemagne, les États-Unis, les Anglais, et la France annonçait un petit peu plus tard, un peu plus tôt, et que le soutien français est quand même longtemps resté assez limité, avec des tentatives de justification politique extrêmement maladroites. On se rappellera, il me semble, à l'automne 2023, d'un rapport réalisé par 2 parlementaires de la majorité, qui s'attachait à réévaluer la valeur de l'aide française à l'Ukraine, en calculant non pas le coût des véhicules qui étaient donnés, mais ceux qui étaient achetés pour les remplacer. C'est comme ça que les 250 VAB, véhicules de l'avant blindé de 40 ans qu'on avait donnés à l'Ukraine, qui, de toute façon, je le rappelle, sortaient du service, en train d'être remplacés par des Griffons, étaient justement valorisés au prix de ces Griffons. Ce qui est une espèce de tour de passe-passe comptable particulièrement grossier. Pour être allé en Pologne à peine quelques semaines après la publication de ce rapport et avoir discuté avec des Polonais, la tendance était à moitié l'incrédulité, et vous n'avez pas fait ça, ou la moquerie, c'est « Ah, vous êtes vraiment trop fort ». Donc, super, ça nous a beaucoup servi encore. Il y a eu cette communication un peu forcenée du « oui, mais la France, elle donne tout ce qu'elle promet ». Vu que la France ne donnait pas beaucoup nous ont dit « encore heureux ». Oui, mais la France, elle ne donne que du matériel qui marche. Insérer le même press X to doubt, simplement. Oui, mais la France, elle ne donne que de la qualité. Bref, tout pour dire que, essayer de se justifier, en fait. Par rapport à une Allemagne, qui, pour le coup, après des débuts aussi qui a mieux que les nôtres, on va se mettre d'accord tout de suite, pendant les premiers mois, l'Allemagne a des réactions qui sont assez honteuses, notamment en envoyant
un hôpital de campagne et des casques aux Ukrainiens qui prenaient des bombes, quand les Ukrainiens demandaient des manpads. Néanmoins, à force de se faire taper sur les doigts, l'Allemagne va changer d'avis assez vite. Et l'Allemagne, en fait, aujourd'hui, enfin, la dernière fois que j'ai vérifié le premier semestre, on va dire, c'était la moitié de l'aide matérielle européenne à l'Ukraine. Ce qui est quand même très important. L'Allemagne a aussi donné du matériel, ou contribué à donner du matériel tout azimut. Là où la France s'est concentrée sur certains segments, tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand-chose à donner non plus, puisque la plupart de ce matériel-là a été pris sur nos stocks. Stocks, une fois qu'on n'avait plus depuis les révisions du format des armées des années 2000. Donc on s'est trouvé dans une situation où la France, qui pourtant avait toujours voulu tenir un rôle très important en fait, au plan européen, dans le domaine militaire, en se voulant le chantre de l'autonomie européenne face à l'Allemagne qui était considérée comme plus atlantiste, bah, la France déçoit un peu. Et à côté de ça, l'Allemagne, avec tous les défauts qu'elle a, encore une fois, il ne s'agit pas d'être bêtement pro-allemand, il s'agit d'essayer d'adopter le point de vue de nos partenaires, en fait, et de comment ils voient les choses, comment ils nous le disent. Mais l'Allemagne se renforce, est un acteur moteur, bien que difficile, sur le dossier de la guerre en Ukraine, et elle propose un modèle d'intégration militaire qui, bon an, mal an, reste assez attractif. Donc en fait, là où pendant peut-être quelques décennies, l'Allemagne avait l'avantage économique, mais la France réussissait à garder l'ascendant dans le domaine militaire, qui n'intéressait pas l'Allemagne, à partir du moment où l'Allemagne se réintéresse à la défense, il y a ce sentiment que qu'est-ce qui se passe si, en fait, même le militaire, on l'a plus? Si même le militaire, ça devient l'Allemagne. Bon, c'est une perspective. L'Allemagne a des difficultés énormes de son côté, mais il semble aujourd'hui acté, après beaucoup de difficultés, qu'elle va passer à 2% du PIB dans la défense. Et néanmoins, avoir 75 milliards de dollars quand on n'a pas à gérer la dissuasion, quand on n'a pas à gérer des forces expéditionnaires et des bases partout dans le monde, ça fait 75 millions de dollars qui sont là pour faire des choses très concrètes en Europe. Avec toutes les difficultés administratives, démographiques et matérielles allemandes. Mais toujours pointer du doigt l'Allemagne en disant « oui, mais de toute façon, c'est les Allemands », c'est peut-être se mettre des œillères qui nous seront préjudiciables à l'avenir. Parce que d'un autre côté, les coopérations franco-allemandes, ben, elles ne vont pas forcément très bien. La brigade franco-allemande, qui souvent a été présentée comme un élément important de la relation, quand vous regardez l'ordre de bataille allemand, qui a été publié en 2022, et ben en fait, la brigade franco-allemande, les unités françaises ne sont même pas présentes. Elles ne sont même pas comptées dans la capacité allemande à se défendre. Ce qui est un peu problématique. À côté de ça, vous avez beaucoup d'initiatives de coopération qui sont aujourd'hui assez anciennes, qui n'existent plus que sur le papier par moment, c'est notamment le cas pour certains éléments dans la marine. D'autres fonctionnent à bas bruit, mais plutôt intégrés au sein de l'OTAN, c'est notamment le cas pour l'armée de l'air. Mais en fait, comme je le disais, voilà, le premier partenaire militaire de l'Allemagne en Europe, ce n'est plus la France, et potentiellement depuis longtemps, c'est les Pays-Bas. Et en France, bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La question, justement, c'est on est en train de réduire la voilure en Afrique parce que les gens ne veulent plus de nous, que stratégiquement, ça n'avait pas grand sens. Je renvoie vraiment à l'étude d'Elie Tenenbaum et de Laurent Bancept sur Après Barkhane, qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Et je renvoie aussi à l'étude d'Elie Tenenbaum publiée plus récemment sur la France sur le flanc Est. Pour la première fois depuis des décennies, la France a plus de soldats déployés en Europe qu'en Afrique. C'est quand même dire le changement de paradigme dans lequel on vient. C'est lent, ça va prendre du temps, mais ça vient. La France se réinvestit en Roumanie, la France se réinvestit en Estonie à travers les missions Aigle et Lynx, je crois. Donc, il y a quand même cette bascule qui est en train de se faire. Et le mouvement est extrêmement apprécié. J'ai beaucoup discuté avec des militaires roumains qui nous ont bien expliqué que l'arrivée des chars français en Roumanie, ça a été un très grand moment. Médiatiquement. Les médias mainstream roumains parlaient de ça. Parce que eux aussi avaient peur après le début de la guerre en Ukraine. Et la réaction rapide de la France dans ce domaine-là a été très appréciée.
De même, l'implication accrue de la France aux côtés des Britanniques en Estonie est bien vue, est appréciée. Elle permet aux forces françaises de s'entraîner dans un climat, dans un milieu qu'elles maîtrisaient moins, puisqu'on venait de passer 30 ans au Sahel, on a peut-être un peu moins l'habitude de se battre quand il fait moins 15. Tous ces éléments-là. Je ne dis pas qu'on ne savait plus le faire, mais voilà, on s'entraîne pour les combats qu'on doit mener, pas forcément pour tout. Donc, cette évolution-là, elle est en cours. Au moins dans les pratiques. Elle doit aussi advenir dans le matériel. Encore une fois, je reviens à mon sujet de prédilection, l'armement. En 2023, les Ukrainiens consommaient 10 000 drones par mois. 10 000. Ça fait 300 drones par jour. C'est plutôt conséquent. Aujourd'hui, les Ukrainiens consomment 100 000 drones par mois. Ce qui fait que tous les jours, vous avez 3 000 drones qui sont utilisés, qui atteignent ou non leur cible. Ça compte aussi le grand nombre de drones qui est perdu à cause de la guerre électronique. Mais le séjour qu'on vient de faire en Ukraine nous a montré une chose très importante, vraiment, c'est à quel point le drone était partout. Partout, partout, partout. Vous avez plus de la moitié des soldats au front qui, à un moment ou à un autre, interagissent avec un drone ami, si vous voulez, dans une semaine, de manière hebdomadaire, si vous voulez. L'Ukraine, en partant du principe qu'une petite armée soviétique ne pouvait pas battre une grosse armée soviétique, va miser énormément sur les drones pour avoir un avantage sur leur adversaire. Et il semble qu'aujourd'hui même, malgré la montée en puissance des Russes sur la question, les Ukrainiens arrivent quand même à produire et utiliser plus de drones que les Russes. Ça revient assez souvent sur les chaînes Telegram. Les Russes ont un avantage. Enfin, les Ukrainiens dominent plutôt bien dans la courte portée, donc sur le front même. Les Russes développent leur utilisation dans la moyenne portée, donc sur les arrières du front. Et les deux travaillent sur la très longue portée, avec donc les Shahed et autres du côté russe, et des modèles plus variés du côté ukrainien. Mais ce qu'on voit, c'est que des drones, maintenant, il y en a partout. Pour tout. Et dans tous les domaines. C'est les drones navals qui ont permis à l'Ukraine, plutôt que de remporter la guerre en mer Noire, d'empêcher que les Russes ne la gagnent, et de rouvrir le corridor du grain pour leur permettre d'exporter leur grain. Les drones aériens, j'y reviens pas, mais voilà, il y en a partout. Et vous avez une utilisation des drones terrestres qui se développent, avec des petits trucs chenillés, qui portaient un lance-grenade, une mitrailleuse, qui allaient chercher un blessé un peu plus loin, en étant une sorte de civière mobile, qui déployaient des mines, ou tout simplement servir de mule pour le pactage du soldat. Toutes ces utilisations-là, en fait, elles étaient déjà, enfin, au moins pour l'aérien, c'était déjà un peu visible dans la guerre de 2020 avec l'Azerbaïdjan. Mais cette guerre-là, elle est trop vite. L'Azerbaïdjan a vaincu en quelques semaines. Donc, vous avez eu la proposition azerbaïdjanaise, qui n'a pas été suivie en fait d'une réponse à proprement parler du Haut-Karabakh, qui n'a pas eu le temps. En fait. Là, ça fait 2 ans et demi qu'on est en guerre. Et les drones, sous toutes leurs formes, sont rentrés dans ce qu'on va appeler le cycle d'innovation. Vous déployez une capacité. L'adversaire s'y adapte, soit pour y résister, soit pour la contrer. Vous devez faire évoluer votre capacité. C'est, pour le dire très rapidement, la logique de l'épée et du bouclier. Plus l'épée s'affine, plus le bouclier devient épais, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les drones qu'on utilisait au début de la guerre en Ukraine, ils sont plus forcément d'actualité. Je sais que les TB2 sont encore utilisés, mais ils le sont beaucoup moins. Tout simplement parce qu'ils sont trop gros, trop lents, trop vulnérables à la guerre élec. Et on parlait de drones perdables au début de la guerre. Non, on ne perd pas un drone à 4 millions. C'est pas possible. Oui, c'est possible 2 fois. Pas quand il faut 3 drones pour faire une mission. Donc, aujourd'hui, les drones qu'on utilise sont soit beaucoup plus petits et perdables. Je les ai eu entre les mains. Hein. Un drone suicide ukrainien à courte portée, ça coûte 700 €. Un drone à moyenne portée, c'était très intéressant, mais les Ukrainiens arrivent en fait à garder intact l'essentiel de leurs lanceurs de missiles antiaériens et de leurs canons César. Parce qu'ils les font bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ils nous disent, les Lancet, donc les drones suicides russes à moyenne portée, sont assez efficaces et surtout, ils sont vraiment utilisés pour faire de la contre-batterie pour traquer ces systèmes-là. Les Césars au même titre que les Patriotes, par exemple. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils nous ont dit oui, les Russes, grâce aux Lancet, ils ont un avantage dans la moyenne portée, mais des Lancet, ils en utilisent assez peu. Donc, nous, on leur demande, c'est quoi assez peu?
c'est 300 par mois. Donc, nous, on prend un moment pour digérer, puis on leur dit, mais pourquoi alors? Et ils nous disent, parce que c'est un drone cher. C'est quoi un drone cher pour vous? On leur demande, ils nous disent, c'est un drone à 30 000 euros. Pour m'intéresser aux drones depuis un moment, je peux vous assurer que les drones à 30 000 euros en France, c'est pas des drones chers. Je peux vous garantir que des systèmes beaucoup plus simples, quand on a l'observation et avec une portée bien inférieure, peuvent dépasser les 50 000 euros assez facilement. Pour plein de raisons. Parce qu'il n'y a pas d'effet de masse, parce que c'est nouveau, parce qu'il y a plein de réglementations à suivre. Alors que là, le Lancet, vous l'ouvrez, c'est extrêmement simple. C'est très basique. Ils n'ont pas 100 000 normes à respecter en termes d'aviation civile et de respect de différents étages de normes, si vous voulez. Néanmoins, c'était très impressionnant de voir à quel point le drone avait pénétré tous les aspects et était désormais un élément incontournable. Ce qui fait que dans l'évolution de nos systèmes de défense et de nos armées, il va falloir le prendre en compte. Il faut le prendre en compte de manière passive, avec les brouilleurs, pour faire de la guerre électronique, de manière active, avec ce qu'on appelle le SHORAD, la Short Range Air Defense, qui est un domaine que nos armées ont quasiment complètement abandonné depuis la chute du mur. Je crois même qu'avant la chute du mur, la France avait commencé à abandonner ses canons antiaériens guidés par radar, qui étaient montés sur châssis des MX-13. L'Allemagne a gardé ses Guépards, donc double canon de 35 monté sur une tourelle sur un châssis de Léopard 1 avec un radar de ciblage. Elles s'en étaient débarrassées, je crois, les derniers sortis du service dans les années 2010. Pourtant, les Ukrainiens nous disent que ça marche vachement bien. Ça doit se combiner avec d'autres trucs. Hein. Ils ont besoin d'intercepteurs, de missiles beaucoup plus performants. Mais ça, pour les Shahed, par exemple, c'est super efficace. Donc tous ces éléments-là, il faut qu'on le prenne en compte. Parce que la prochaine guerre, en fait, ou la prochaine opération militaire, où la France aura à s'investir, quelle qu'elle soit, en face, il y aura des drones. De tous les types. Des drones navals, des drones terrestres, et des drones aériens. Parce que, en fait, avec le tel besoin de masse de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens, ils ont dû recourir à des choses très simples. Et aujourd'hui, vous cherchez un petit peu sur Internet, de préférence en cyrillique, vous trouverez un manuel de montage pour faire un drone. Parce que les Ukrainiens eux-mêmes, en fait, incitent leur population à se former pour les fabriquer et pour les utiliser. Et rappelons-nous que les premiers drones suicides, drones civils modifiés pour en faire des drones suicides, c'est Daesh qui les utilise au début des années 2010. Sauf qu'ils ont utilisé quelques fois. Là, ça va arriver par paquet de 10, de 15, de 20, voire de 100. Avec notamment des travaux ukrainiens très accélérés, et russes aussi, hein, encore une fois, sur les essaims, sur l'autonomie, qui vont d'autant plus vite qu'eux n'ont pas forcément de barrière morale. Donc ce genre de technologie-là, relativement simple, parce qu'encore une fois, c'est essentiellement du software. Donc ça, il n'y a pas besoin d'une institution, d'organisation étatique ou proto-étatique pour les produire. Contrairement à de l'artillerie lourde ou des tanks. Ça, pour l'avoir vu, ça peut être fait dans une cave. Donc ça, c'est un premier niveau d'inquiétude, mais qui est réel. Après, vous en avez d'autres. Vous avez l'évolution de l'armée russe. L'armée russe, pour faire face à ses pertes, enfin déjà à son inefficacité au début de la guerre, parce qu'elle n'avait pas assez d'infanterie, elle n'avait pas assez de force de manœuvre, elle comptait trop sur l'artillerie, elle évolue. Aujourd'hui, l'armée russe, l'armée de terre russe, elle est beaucoup plus basée sur les groupes d'infanterie qu'avant. Dans les composantes, dans les unités de l'armée russe aujourd'hui, vous avez beaucoup moins de véhicules. D'abord parce que déjà les Russes n'arrivent pas à produire assez de véhicules. Rappelons que 80% de ce qui sort des usines russes actuellement, en termes des véhicules terrestres, c'est des véhicules anciens qui ont été retapés. Il y a très peu de véhicules neufs, 100% neufs qui sortent des usines. Et cette logique-là, tant que les stocks soviétiques durent, ça va avancer, mais les images satellites des bases de stockage russes nous montrent que même ces stocks-là, ils s'épuisent. Parce que vous ne pouvez pas perdre 15 000 chars, ou 15 000 véhicules blindés en 2 ans sans avoir un petit souci, sachant que tout ce qu'il y a sur les bases de stockage russes n'est pas réutilisable. Et que plus on avance, plus ils doivent taper dans le fond du panier. Si on voit des T-55 transformés en chars tortues en Ukraine, ça marche parfois parce que les Ukrainiens n'ont pas forcément toujours assez d'artillerie pour les détruire et que c'est pensé pour amener les troupes sur le front sans prendre de drones dans les dents. Néanmoins, dès qu'il y a un peu d'artillerie, ça ne marche pas. Donc, il y aura des limites à ça. Mais le fait est que l'armée russe se base aujourd'hui beaucoup plus sur les tactiques d'infanterie, des tactiques suicides, hein, c'est très clairement. C'est les articles qu'on trouve dans les revues spécialisées russes écrites par des officiers
vous explique tous les bienfaits de la tactique de vague humaine. C'est un concept quand même pour une arme moderne. Face à ça, les Ukrainiens doivent s'adapter. Donc il y a les drones, on l'a déjà dit, mais il y a d'autres armes qui sont très appréciées qu'en Europe de l'Ouest, on va dire, on a un petit peu laissé de côté. Notamment ce que les Ukrainiens appellent des cassettes, des armes à sous-munitions, des obus, des roquettes, qui vont lâcher de plus petites charges explosives, qui vont en fait tapisser le sol et exploser à l'impact, pour traiter, en fait, avec une seule roquette, pour traiter une zone importante. Avec une seule roquette M26 de HIMARS, qui porte à 80 km, non, moins que ça, à une trentaine de kilomètres, vous traitez l'équivalent d'un terrain de football. Ça, ils nous disent, ça marche très très bien. Les Russes eux-mêmes en parlent dans leur chaîne Telegram, en disant, mais on ne peut pas se regrouper pour s'entraîner, à moins de 100 km du front, sans se manger un ATACMS rempli de bombinettes. Les Russes utilisent aussi très largement ces systèmes-là, mais plus anciens, on va dire. Face à ça, la semaine dernière, il y a la Lituanie qui a fait une annonce, après un vote, qu'elle se retirait de la Convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions. La Lituanie se donne donc les moyens de développer peut-être, mais d'acheter sûrement, et d'utiliser, si elle y est contrainte, des armes à sous-munitions pour faire face à la menace russe. Alors, c'est une exception au sens où elle se retire d'un traité, mais il faut savoir que ce traité-là, il n'y a quasiment pas un seul pays d'Europe orientale qui l'a signé. La Pologne, plusieurs pays baltes, la Finlande, il me semble, ont gardé des armes à sous-munitions. Mais ces pays-là, en fait, se préparent à devoir se battre contre les Russes. Bon, s'ils ne se battent pas contre les Russes, d'autant mieux, hein, mais au cas où, avec des armes qui ont fait leur preuve en Ukraine. Et je pense que c'est un des gros éléments sur lesquels on doit réfléchir aujourd'hui. Petit aparté sur les armes à sous-munitions. Pourquoi on les interdit? Parce que le taux... En fait, quand une arme à sous-munitions s'ouvre, avec plusieurs centaines de petites munitions dedans, vous en aviez un taux beaucoup trop important qui n'explosait pas, qui restait dans le sol et qui constituait un danger pour les troupes après, mais surtout pour les civils, qui finissaient par les retrouver dans leur champ. Sachant que, je crois, une M26, enfin, il y en a 600, il y a 640 petites bombes, quand même. Donc ça peut pourrir une zone pendant très longtemps. Bon, ça, c'était avant. Aujourd'hui, on a, je pense, les moyens technologiques de nous assurer d'un taux d'échec qui passe de 20% à moins de 5%. Il me semble que le taux autorisé, c'était 4%. Mais le fait est qu'en fait, il ne s'agit pas de souhaiter l'utiliser, mais il s'agit en fait de... Nous avons cette menace-là, qui est une menace potentiellement existentielle pour l'Europe. Il faut se préparer avec les armes qui sont pertinentes et qui ne nous garantissent pas une annihilation mutuelle comme peuvent le faire les armes nucléaires. Les armes à sous-munitions sont un exemple. Il y en a quelques autres qu'on continue d'étudier, mais c'est un Ukrainien qui nous faisait ce parallèle-là. Il nous disait, mais en fait, cette guerre-là, c'est comme la guerre d'Espagne, au sens où différents camps viennent tester leurs armes pour voir ce qui fonctionne. Le BF-109, la guerre d'Espagne, et plein de chars, plein de trucs, ont fait leurs premières armes en Espagne à l'époque. Et notamment les Allemands en ont tiré des enseignements de très haute valeur ajoutée. Et l'Ukrainien me disait, il faut que vous fassiez la même chose, et que non seulement vous veniez tester vos systèmes, pour voir s'ils sont viables, mais que après vous compreniez en fait ce qui s'est passé, et que vous évoluiez si besoin en conséquence. Et pour le spécialiste en armement que j'essaie d'être, c'est très important. C'est très important qu'aujourd'hui on mette à l'épreuve nos systèmes, nos projets, nos programmes, à la réalité de ce que c'est qu'un conflit en haute intensité moderne. Parce que certains ont tendance à dire « oui, mais la guerre en Ukraine, c'est déjà la guerre d'hier ». Peut-être, sur certains plans. Mais ce serait bête de, en pensant ça, rester campé sur la guerre d'avant-hier. Et pas se préparer à la guerre de demain. Et je sais pas grand-chose, mais je sais que la guerre de demain, bah, il y aura des drones dedans, il y aura de la guerre électronique, il y aura de la lutte anti-drone, et probablement des armes à sous-munitions si on est face à une guerre en haute intensité. Et tous ces différents éléments-là, on essaie d'y travailler dans nos études depuis bientôt 2 ans. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo et laisser un commentaire. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.